Bonjour à tous, émission spéciale sur les ondes de RCF en Auvergne. Pendant près d'une heure, le préfet de région est notre invité. Interview exclusive et en direct pour évoquer les sujets qui font l'actualité de notre territoire. Des zones nitrates contestées par les agriculteurs aux grands projets régionaux, en passant par l'emploi mais aussi par le classement de la chaîne des puits de l'UNESCO. À l'UNESCO, bonjour Michel Fuseau. Bonjour. Merci d'être ici dans les studios de RCF pour évoquer évidemment tous ces sujets-là. Vous êtes, je rappelle, le représentant de l'État sur ce qui est encore la région Auvergne. Vous avez été, entre autres, conseiller aux affaires intérieures auprès du Premier ministre sous le gouvernement Fillon, préfet du Puy-de-Dôme et donc préfet de région depuis 1 an et demi. Et votre connaissance du fonctionnement des plus hautes administrations nationales vous permettra, j'en suis sûr, d'éclairer nos auditeurs sur les grands projets du moment. Pour vous interroger pendant cette heure, Marc-Alexis Rogeoffre, directeur et journaliste de RCF Puy-de-Dôme, bonjour. Bonjour monsieur le préfet. Et Sébastien Joly, journaliste de RCF Allier. Bonjour à vous deux. Alors tout d'abord, Michel Fuseau, vous avez sans doute lu avec beaucoup d'intérêt les prévisions de croissance publiées par l'INSEE, perspectives plutôt positives, comme ils l'ont rappelé. Est-ce que l'Auvergne devrait en profiter en 2015 ou en d'autres termes, est-ce que vous êtes confiant pour l'année à venir ? Alors l'Auvergne a toujours, du fait de la structure de son économie, un temps de décalage par rapport à la conjoncture nationale. C'est-à-dire qu'elle, quand il y a une crise, elle y entre plus tard, et quand il y a un nouveau départ de la croissance, elle repart aussi un petit peu plus tard. Donc nous verrons ce qu'il en est pour l'année qui vient. Il est clair que l'année 2014 avait été une bonne année et que la crise, notamment de la construction, du bâtiment, y est pour beaucoup. Il est clair aussi que nous conservons un taux de chômage en Auvergne qui est 1 point inférieur à la moyenne nationale, puisque nous sommes à 8,7%. Il ne faut pas pour autant s'en réjouir, hein. C'est pas une situation très satisfaisante, mais elle est la conséquence, ce taux de chômage plus bas est la conséquence de la politique de l'emploi très active qui a été menée dans le département, dans les départements de la région Auvergne, avec un très bon succès des dispositifs du type emploi d'avenir, puisque nous en avons fait 2000 à l'échelle régionale l'année dernière et que nous en ferons 1600 supplémentaires cette année. Il faut savoir que l'Auvergne a une caractéristique, c'est celle, si on rapporte le nombre d'emplois aidés au nombre de chômeurs, nous sommes au double de la moyenne nationale. Donc nous avons un très très fort soutien de la politique de l'emploi. C'est une des explications d'un taux de chômage plus faible que celui de la moyenne nationale. Et c'est une des explications aussi au fait que le chômage des jeunes a reculé. On a très faiblement reculé sur 1 an, on est à moins 0,3%. Moins 0,3%, c'est finalement dans les marges d'imprécision, notamment des études. Donc finalement, on ne sait pas réellement. Mais tout à fait, on ne peut pas en tirer des conclusions. Je ne fais aucun triomphalisme sur ce point. Je voudrais simplement dire que ces politiques ont donné des résultats. Et que malheureusement, le nombre de chômeurs de longue durée, lui, a augmenté. Donc on n'a pas évidemment que des points positifs. Et effectivement, l'année 2014 a été une année difficile. Après une fin d'année 2013 qui a vu une diminution du chômage, on a eu une année 2014 extrêmement difficile, liée à une conjoncture internationale très difficile, puisque l'Europe s'est trouvée dans la situation où l'investissement ne repartait pas, contrairement à ce qui était espéré, où la France a subi en plus une crise de la construction assez importante, et l'Auvergne a été très touchée, le secteur du bâtiment notamment, a été très touché par cette crise. On sait aussi, Michel Fuseau, notamment que le marché du médicament, il y a beaucoup d'industries médicamenteuses en Auvergne, et en net recul, moins 11% selon certains indicateurs sur l'année 2014. Avez-vous des inquiétudes très concrètes aujourd'hui pour l'emploi en 2015 ? Je pense que l'industrie du médicament a plusieurs composantes. J'ai visité très récemment le grand de l'ophtalmologie qui est l'entreprise Théa, dont le chiffre d'affaires augmente de 15% chaque année. Donc il n'y a pas une situation générale. Il y a eu effectivement un groupe qui s'est restructuré, c'est le groupe Merck,
avec des conséquences sur certains sites, mais il n'y a pas de crise généralisée de l'industrie du médicament. Cela n'a rien à voir avec ce qu'a connu le bâtiment. Nous avons des entreprises du médicament qui marchent bien, d'autres qui marchent moins bien selon les créneaux sur lesquels elles sont positionnées. Sébastien Joly. Alors là, vous parliez du bâtiment tout à l'heure. Effectivement, donc c'est la crise dans cette partie-là en particulier. Est-ce que justement la baisse des dotations de l'État, ce que dénonce notamment donc le secteur du bâtiment, y est pour quelque chose forcément? Alors dans le domaine du bâtiment, il y a une hausse forte des dotations de l'État, notamment sur la rénovation énergétique, les crédits de l'ANA et les crédits ce qu'on appelle le plan Habiter Mieux, qui est destiné à rénover les logements des personnes modestes, des propriétaires modestes dans l'habitat ancien, marche très bien. Les logements sociaux avancent aussi, les programmes de logements sociaux avancent également très bien, et de ce point de vue-là, nous avons plutôt une hausse de l'engagement de l'État. Ce qui est en crise dans le bâtiment, c'est plutôt tout ce qui est promotion privée, les lotissements qui sortaient parfois à un rythme critiqué d'ailleurs dans le passé. Il y en a beaucoup moins. Il y a une certaine précaution qui est prise par les investisseurs privés, les ménages, avant d'investir dans le logement. Donc beaucoup préfèrent rester en location et retardent l'acte d'investissement du fait de l'incertitude sur la situation économique. C'est ce qui a provoqué très largement cette crise du bâtiment. Après, il y a la question des travaux publics. Voilà. Il est clair que sur les travaux publics, ça n'est pas la même, la situation. Il y a des secteurs qui fonctionnent dans les travaux publics. Les travaux publics sont dans une situation moins difficile que le bâtiment. Je pense aux grands chantiers autoroutiers. On a vu la mise à 2 fois 3 voies de l'autoroute A71 au nord de Clermont. On a ces très grands chantiers, les chantiers du CPER, du contrat de plan État-région précédent. Ces chantiers avancent. En revanche, il y a une tendance des collectivités locales à baisser leurs investissements, mais ça c'est classique. Il y a un cycle électoral de l'investissement des collectivités locales. Donc les années préélectorales ne sont pas des années d'investissement, sont des années d'inauguration en général, et les années électorales sont les années où les nouvelles équipes remettent en cause parfois des projets qui ont été initiés auparavant, et élaborent leurs propres projets qui vont sortir 2 ou 3 ans après. C'est très connu des économistes, ce cycle a toujours existé. Alors, il peut s'ajouter à cela, mais c'est plus en termes de menaces pour l'avenir que dans l'immédiat, des précautions prises par les collectivités locales de diminuer leurs investissements du fait de l'anticipation des diminutions de dotation de l'État, parce que les diminutions de dotation de l'État, en réalité, elles n'affectent pas les budgets locaux qui sont relativement stables. Elles sont largement compensées, ne serait-ce que par la hausse des bases de la fiscalité locale. N'empêche qu'il y a une incertitude. En tout cas, sur l'année 2014. Une incertitude. Une question de Marc-Alexis Rogoff. Oui, monsieur le préfet, vous parliez économie et emploi. On sait bien que sans les entreprises, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'économie. Vous êtes représentant en région Auvergne de la politique gouvernementale menée par le Premier ministre Manuel Valls. Vous rencontrez régulièrement les chefs d'entreprise, petits ou grands patrons. Comment ont-ils réagi à la déclaration d'amour que leur a faite le Premier ministre au congrès du MEDEF, lorsqu'il a dit qu'il aimait les entreprises et qu'il a réitéré cet amour à Londres, puis devant la chancelière Merkel? Alors, je dirais que là, il n'y a pas de spécificité dans le Puy-de-Dôme des organisations patronales par rapport. Elles suivent leurs organisations nationales. On ne peut pas dire que celle-ci ait eu des gestes, des mots d'amour très, très, très prononcés en retour. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'on a une vraie difficulté, justement, qui est liée au fait que le message gouvernemental, qui n'est pas simplement un message, mais qui sont des actes. Les actes, c'est le crédit impôt compétitivité emploi. À l'échelle nationale, c'est un montant extrêmement important, puisque ça représente 30 milliards d'euros. On a des abaissements de charges
Et je suis sûr que la plupart des entreprises, notamment des PME, ne sont pas au courant qu'il va y avoir au 1er janvier, c'est voté, c'est pas une annonce, c'est voté, et ça va être appliqué au 1er janvier 2015, des abaissements de charges significatifs qui vont faire que l'embauche d'un salarié, ou enfin même un salarié déjà embauché, je dirais, au niveau du SMIC, ne donnera lieu à aucune charge sociale. L'abaissement des cotisations familiales au 1er janvier également. Tout cela est assez peu connu, on l'a vu sur le CICE. J'ai mené toute une série de réunions pour faire connaître ce dispositif et pour faire connaître le pacte de compétitivité. C'est trop compliqué. Ça veut dire que ça a été mal relayé par les milieux patronaux. C'est quoi, c'est un manque de sincérité ? Non, ça a été mal relayé par les milieux patronaux pour 2 raisons. La première, c'est que les chambres de commerce et d'industrie, qui sont nos relais naturels, se sont mises en quelque sorte en grève en disant on ne collabore plus avec l'État parce que l'État nous fait faire des économies. L'État leur a pris aussi 2 milliards au niveau national. Donc peut-être que c'était la réponse la réponse que les chambres de commerce voulaient proposer à l'État. Sur les fonds propres, notamment. Oui. Comme tous les établissements publics, comme tous les opérateurs de l'État, et comme l'État, les chambres de commerce et d'industrie ont été conduites à faire des économies qui sont importantes, il faut le reconnaître. Mais tout cela, c'est pour financer justement l'abaissement des charges des entreprises. Donc, le fait que nous n'ayons pas eu ce relais a sans doute été un handicap. Dans la mouvance du MEDEF, il y a eu la tendance à dire c'est toujours insuffisant et de demander toujours plus, à ne pas relayer les informations. Ce qui fait que, par exemple, on voit que le CICE a été beaucoup moins demandé par les chefs d'entreprise qu'il n'était attendu. Alors, comme il n'est pas perdu, c'est un crédit d'impôt, il peut pendant 3 ans, il peut encore être demandé. Donc, il y a du rattrapage qui s'effectue parce que le bouche à oreille fonctionne, mais il y a eu quand même un manque de relais de la part des organisations patronales sur ces mesures gouvernementales destinées à favoriser la compétitivité des entreprises. Et je pense que c'est une erreur et que les pays qui réussissent sont ceux où il y a une bonne coopération entre les initiatives de l'État et les initiatives des milieux patronaux. Alors, les entreprises que je vois très souvent à la base, bon, elles ne sont pas dans ces... Mais elles ont aimé la phrase de Manuel Valls, justement ? Je pense que oui. Enfin, il y a... Elle est parue en adéquation avec les mesures prises. Donc, elle est crédible. Mais il est évident qu'entreprise par entreprise, on a des problèmes qui sont souvent des problèmes de plan de charge. Et quand on donne des éléments sur la compétitivité, on nous dit oui, mais il nous manque la demande. Bon. Alors, je pense que c'est justement, vous parliez au début des prévisions pour l'année 2015, ce qui est en train de changer. C'est-à-dire qu'avec, d'une part, la baisse importante des prix d'énergie, avec d'autre part la reprise d'une partie de l'économie mondiale aux États-Unis, en Grande-Bretagne, donc une demande qui est plus forte sur les marchés mondiaux, avec le fait que l'euro, du fait de la politique de la Banque Centrale Européenne, est baissé par rapport aux autres monnaies, par rapport au dollar, tout ça sont des éléments positifs qui vont permettre une relance de la demande. C'est ce qui manquait. Les éléments de compétitivité ont été redonnés aux entreprises françaises. Toutes les mesures du pacte de responsabilité vont permettre de faire en sorte que les marges des entreprises soient remises au niveau d'avant la crise. Les entreprises françaises ont beaucoup souffert depuis 2008 et leurs marges ont fortement diminué. Donc, elles ont souffert et le pacte de responsabilité va permettre de ramener le taux de marge à celui de 2007. Donc de les remettre dans une situation où elles seront, en termes de compétitivité internationale, aptes à affronter les marchés internationaux de bien meilleure façon. Et ce que je remarque en voyant les entreprises de terrain, c'est que toutes celles qui sont sur les marchés internationaux sont celles qui s'en tirent bien. Celles qui restent sur le marché national ont plus de difficultés parce que nous sommes dans une période d'épargne de précaution, de faible demande. Michel Fuseau, une question de Sébastien Joly. Concernant donc le CICE, est-ce que cette mesure n'est pas trop complexe, peut-être trop illisible ? C'est peut-être tout simplement une usine à gaz fiscale ?
Le dispositif est très simple. L'imprimé de demande tient en quelques lignes. Ce qu'on avait dénoncé, ça une très très grande simplicité. Alors, il a été accepté au départ, tout à fait, par les organisations patronales qui ont vu un avantage, c'est que comme il s'agit d'un crédit d'impôt, c'est plus avantageux fiscalement qu'un abaissement de charge. Parce qu'un abaissement de charge, ça veut dire plus de profit, et donc l'impôt sur les sociétés qui s'applique à la somme dégagée en profit. Alors qu'un crédit d'impôt, il est indépendant du bénéfice. Il ne vient pas abonder le bénéfice. Donc, même si le dispositif a pu apparaître, peut être critiqué pour sa complexité, il a fait l'unanimité lorsqu'il a été créé, ou la quasi-unanimité. Les critiques sont venues après. Mais je crois que il y a quand même une idée simple. L'an dernier, il y avait 4% de moins sur les salaires bruts. Cette année, il y a 6% de moins sur les salaires bruts qui sont récupérés sous forme de crédit d'impôt. Avec une méthode extrêmement simple et avec... il y a parfois une méfiance liée au crédit d'impôt qui est que les entreprises se disent mais puisque c'est un crédit d'impôt, est-ce que je ne vais pas avoir un contrôle fiscal? Bon, des engagements ont été pris sur ce point. Le CICE n'entraîne aucun contrôle fiscal. C'était la crainte obéissent à d'autres critères qui ne sont absolument pas celui-ci, puisque toutes les entreprises touchent le CICE. Donc, ça n'est absolument pas un critère de contrôle fiscal. Donc, cette crainte a pu peut-être ralentir certaines demandes, mais je pense que ça, c'est derrière nous. C'était le problème du premier semestre de cette année, où il a fallu porter la bonne parole et essayer de faire en sorte que le CICE soit connu. Maintenant, on est dans la dynamique est lancée sur le CICE. Il est connu, il est demandé. Mais ça a été plus long que prévu et c'est un peu regrettable. Michel Fuseau, après l'économie, on pourrait parler aussi de cette actualité forte qui est celle de la réforme des collectivités territoriales avec en ligne de mire en janvier 2016 une seule et grande région, Rhône-Alpes-Auvergne. Le nom n'est pas encore totalement défini, mais dans la loi, c'est Auvergne-Rhône-Alpes. Auvergne-Rhône-Alpes. Donc aujourd'hui, on passera en premier pour une fois. Michel Fuseau. C'est l'ordre alphabétique. Michel Fuseau, peut-être. On voit que les présidents des deux régions se réunissent et se rencontrent pour préparer ce que sera demain. Qu'en est-il des services de l'État? Alors il y a évidemment des contacts entre les services de l'État, notamment le SGAR, le secrétariat général pour les affaires régionales Auvergne et Rhône-Alpes, ont des contacts. Nous sommes rapprochés pour examiner conjointement notamment les contrats de plan. Nous avons établi des contacts, mais qui ne sont pas nouveaux, tout simplement parce que cette région-là correspond déjà à une circonscription administrative qui s'appelait la zone de sécurité de défense. Donc le préfet du Rhône, préfet de la région Rhône-Alpes, est préfet de zone de défense et je suis son premier suppléant quand il n'est pas là. C'est moi qui assume ses fonctions. Et ces fonctions concernent toute la coordination en matière de sécurité, de plans de secours, la gestion de la police et de la gendarmerie. Donc nous avons une habitude de collaboration entre les deux régions qui est ancienne. Et du côté des services de l'État, elle existe dans tous les domaines. Par exemple, les agences régionales de la santé travaillent ensemble sur les plans de secours sanitaires, sur les plans de vaccination. Nous avons déjà ce travail en commun et c'est la seule région qui correspond à une zone de sécurité et de défense. Donc nous sommes dans une situation un petit peu particulière avec une habitude de travail en commun de très longue date entre les services de l'État. Ensuite, il y a les mesures gouvernementales qui vont être prises par décret. Vous savez que la réforme des collectivités locales, c'est par la loi, donc c'est un processus législatif assez long. La réforme de l'État en tirera les conclusions. Lorsque la loi de fusion des régions sera faite, eh bien, il y aura un certain nombre de mesures qui seront prises et qui permettront d'aboutir à des décrets pour réorganiser les services de l'État. Donc au 1er janvier 2016, nous aurons des services de l'État réorganisés sur le mode des nouvelles régions avec une organisation qui va être définie, qui n'est pas encore définie, mais qui est en cours de réflexion. Est-ce qu'on va notamment aussi, parce que c'est la grande question notamment de nos auditeurs, mais de se dire, est-ce qu'il y aura moins de services publics aux endroits les plus éloignés des grands pôles de décision?
Alors l'idée est au contraire, à partir du moment où les capitales régionales risquent d'être... Enfin, plus les régions sont grandes, plus les capitales régionales sont forcément éloignées des parties les plus... des départements les plus... qui sont les périphériques, je dirais. L'idée est au contraire de faire en sorte que l'échelon départemental de l'État subsiste et soit renforcé dans ses attributions en conservant à l'échelon régional des attributions stratégiques et de répartition des moyens. Mais l'échelon des préfectures de département, des directions départementales, est un échelon qui va être préservé et renforcé dans ses attributions. C'est la logique de la réforme et c'est parfait. Dans des régions plus grandes, il faut maintenir une proximité pour un certain nombre de fonctions. On voit mal comment, par exemple, on pourrait gérer la politique de la ville à Montluçon de Lyon. Donc il est évident qu'on va avoir un échelon départemental qui sera chargé, comme il l'est aujourd'hui, mais probablement avec encore plus de délégations que par le passé dans le cadre de cette réforme. Une question de Marc-Alexis Rockjoff de RCF Puy-de-Dôme. Deux questions, Michel Fuseau. Une qui va amener une réponse, je présume, très courte. Vous-même, vous serez préfet de quoi? Le gouvernement décidera. Bon, vous voulez peut-être nous dire aussi que vous pourriez peut-être aller ailleurs en France, mais celui qui restera ici en Auvergne, il sera préfet de quoi? Du Puy-de-Dôme. Préfet du Puy-de-Dôme. Merci pour la clarté de votre réponse. Il n'est pas exclu que, dans le cadre de cette réforme, il conserve des fonctions, par exemple, de coordination du Massif central. Est-ce que la coordination du Massif central doit se faire à Lyon? C'est probablement pas le cas. Les présidents de conseils régionaux ont pris la décision, ensemble, et pas seulement les deux régions, mais l'ensemble des régions, de créer un groupement d'intérêt public qui va gérer les fonds européens, puisque maintenant ce sont les régions qui gèrent les fonds européens, destinés au Massif central. Ce GIP, groupement d'intérêt public, ce GIP du Massif central est présidé par le président Kéran, président de la région Rhône-Alpes, qui a indiqué qu'il resterait à Clermont-Ferrand. Donc on voit bien qu'il faudra qu'il y ait un interlocuteur de l'État en face. Donc il n'est pas du tout exclu que dans le cadre de la réforme de l'État, le préfet du Puy-de-Dôme conserve des fonctions de coordination qui aillent au-delà, et très au-delà, du département du Puy-de-Dôme. Alors ça, c'était la réforme territoriale vue du côté de la région, avec les yeux du préfet que vous êtes. Je voudrais que vous éclairiez ma lanterne, et peut-être celle de certains auditeurs, sur l'aspect politique départemental. On nous annonce une réforme sur 3 socles, en fait. La diminution des échelons, l'affirmation de l'utilité des communautés d'agglomération et des économies. Pour autant, on maintient les conseillers généraux, on double le nombre de conseillers généraux. Pardonnez-moi, Michel Fuseau, où fait-on des économies? Alors, on ne double pas le nombre de conseillers généraux. Les conseillers départementaux qui remplacent les conseillers généraux sont exactement le même nombre qu'aujourd'hui. Et on en a dit 2 par canton, mais on a divisé par 2 le nombre de cantons. Donc, on augmente... pas toujours le cas. Il y en a parfois quelques petits, notamment en Haute-Loire, on passe de 34 à 37. Notamment dans les secteurs très ruraux. Oui, puisqu'il fallait qu'on ait un nombre pair. Donc, quand il y avait un nombre impair, on a ajouté un siège. Donc, on est... globalement, le nombre de conseillers départementaux reste le même. Il n'y a pas d'augmentation du nombre d'élus. À un près, parfois, pour obtenir la parité, puisque le nouveau système électoral, je pense qu'il faut qu'on en dise un mot, parce qu'il faut que vos auditeurs sachent quand même qu'il y a des élections en mars prochain. Les 2 derniers dimanches de mars prochain, il y a des élections départementales dans les nouveaux cantons. Au scrutin uninominal à 2 tours que tout le monde connaît, dont on a l'habitude, avec la différence qu'au lieu d'être un scrutin uninominal, ce sera un scrutin binominal. C'est-à-dire qu'il y aura 2 personnes, un homme et une femme, dans chaque ticket de candidature, en quelque sorte. Et que c'est l'un de ces binômes qui sera élu. Donc ça, c'est l'aspect, j'en parle en premier, parce que c'est l'aspect le plus immédiat, je dirais, de cette réforme territoriale.
Cette réforme a été validée par le Conseil constitutionnel. Elle entre en vigueur. Je rappelle qu'il faut s'inscrire sur la liste électorale pour ceux qui ne le sont pas ou qui ont déménagé avant le 31 décembre de cette année. Il ne reste plus beaucoup de temps pour pouvoir voter aux élections départementales au mois de mars et aux élections régionales au mois de décembre. Voilà, donc ça, c'est l'aspect institutionnel. Après, il y a l'idée, cette réforme est-elle logique? Peut-on faire des économies? Alors, les grandes régions, leur articulation avec les métropoles, c'est un élément de compétitivité à l'échelle de l'Europe. C'est se mettre au niveau des grandes régions européennes. Mais il est clair que sur la question des économies à faire, c'est pas les départements et les régions qui ont le plus dérapé dans la période que l'on a connue. On a eu une conception de l'intercommunalité qui a été probablement trop axée sur... on a des dotations supplémentaires, donc on les dépense. Donc il faut changer de conception de l'intercommunalité. Et je pense que la réforme la plus importante, d'abord parce que, pour ce qui concerne la masse des dépenses publiques locales, c'est 2/3 des dépenses publiques locales. Communes et intercommunalités, c'est 2/3. Région et département, ça n'est qu'1/3. Donc la réforme la plus importante, c'est celle qui va concerner l'intercommunalité, avec une nouvelle carte d'intercommunalité et une nouvelle conception de l'intercommunalité fondée sur des schémas de mutualisation qui vont faire en sorte qu'on évite tous les doublons et qu'on élimine les doublons qui ont été créés naturellement et que l'on fasse en sorte que cette intercommunalité et les communes soient dans une logique de mutualisation des fonctions qui permettent de faire des économies. Mais est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir redondance avec les conseils généraux qui seront maintenus? Alors, les conseils généraux seront maintenus, mais dans une configuration où la clause de compétence générale est supprimée. Donc les conseils généraux ont des attributions extrêmement importantes qui absorbent d'ailleurs leur masse, sur le social essentiellement. Leur marge de manœuvre financière, c'est le social. Avec le vieillissement de la population, les crédits consacrés à la PA, les crédits consacrés à la dépendance sont extrêmement importants. Donc les conseils généraux ne sont pas du tout remis en cause dans cette tâche-là. Après, il y a devant le Parlement un texte qui vient d'être soumis au Sénat et qui passera ensuite à l'Assemblée nationale et qui est la loi Nouvelle Organisation du territoire de la République, une loi dite NOTRe. Et donc là, on va voir ce que les parlementaires décident en matière de transfert de compétences des départements aux régions. Le débat est sur ce point ouvert. Le Sénat a revu complètement le projet de loi. L'Assemblée va devoir y revenir. Donc, je ne me prononcerai pas sur ce qui relève du législateur. Michel Fuseau, vous avez parlé de ces communautés de communes, de ces fusions, notamment avec également les mairies, les plus petites communes de nos territoires. Quel est le bon échelon? Vous êtes, vous, directement concerné par cette actualité où certains disent « Attention, le seuil qui est fixé à 20 000 est beaucoup trop élevé parce qu'on est aussi sur des territoires ruraux. » Quel point avez-vous passé au Premier ministre? Alors, les 20 000 habitants, pour les zones de plaine, ça ne présente pas de grandes difficultés. Dans les zones de montagne et les zones très rurales, ça présente des difficultés, dans la mesure où pour les réunir, il faut couvrir des surfaces énormes. Bon. D'abord, pourquoi faut-il remonter le seuil? Aujourd'hui, nous avons des communautés de communes qui font 3 000 habitants. À 3 000 habitants, on n'est pas capable de développer des services dans le cadre d'une logique de mutualisation. Qu'est-ce qu'on fait à 3 000 habitants? On voit les dotations que l'on reçoit, et puis avec ces dotations, on fait des petites choses, on les dépense, on investit dans quelques investissements, on reverse parfois aux communes. Bon. Ça ne donne pas des résultats très satisfaisants, donc il faut passer à une taille qui permette véritablement d'entrer dans cette nouvelle logique de l'intercommunalité qui, je le répète, est la mutualisation pour faire en sorte que on ait véritablement à la fois un service meilleur et un coût qui ne dérive plus.
il y a des exemples de mutualisation qui ont fort bien marché. J'étais en poste en Alsace. Des villes comme Strasbourg et Mulhouse prêtent leurs services à la communauté urbaine de Strasbourg, à la communauté d'agglomération de Mulhouse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de service. Il n'existe pas de service communautaire. Tous les fonctionnaires sont des fonctionnaires de la ville-centre mis à disposition. C'est un système très économique. Je ne dis pas que c'est la solution qui s'impose partout, loin de là. Mais si on cherche, on trouve des moyens de faire des économies par la mutualisation. Donc c'est vraiment la réforme la plus importante. Et je crois que le seuil qui doit être défini doit tenir compte de cela. À 3 000 habitants, on ne peut pas y arriver. Est-ce qu'il faut systématiquement, par contre, être à 20 000 habitants en zone de montagne ? Probablement non. Le gigantisme ne servira à rien. Ce qui compte, c'est de trouver le seuil qui fasse qu'on ait une efficacité de gestion. Et cette efficacité de gestion suppose aussi qu'on n'ait pas une distance effroyable entre les pôles de service et les communes. Et la situation est très différente, non seulement entre zones rurales et zones urbaines, mais sur le fait que l'on ait certaines communautés certaines zones du territoire qui sont polarisées. Si je prends l'exemple du Puy-de-Dôme, autour d'Issoire, autour d'Ambert, il n'y a pas 50 centres. Il y a une polarisation des emplois, il y a une polarisation de la ressource fiscale aussi. Il faut aussi faire de la péréquation par son moyen. Par contre, quand vous regardez les Combrailles, il y a une très grande... Il y a plusieurs petits centres, il n'y a pas de vraie centralité. Donc on ne peut pas considérer les cartes de l'intercommunalité in abstracto. Il faut tenir compte du territoire. Et c'est l'exercice qui est en cours à l'heure actuelle dans le cadre des schémas de l'intercommunalité. Alors le seuil, eh bien, il dépend effectivement de la situation. Il ne faut pas avoir l'idée qu'il doit y avoir un seuil systématique. Mais il faut garder l'idée aussi qu'à 3000 habitants, ça ne fonctionnera pas et qu'il faut sans doute être au-delà. Sébastien Joly. Alors justement, pour avoir rencontré plusieurs élus dernièrement sur ces fusions de communautés de communes, voire de rapprochement avec certaines communautés d'agglomération, le problème, c'est les compétences qui sont différentes. Comment vous allez pouvoir accorder donc toutes ces structures entre elles pour harmoniser un petit peu tout ça? Alors évidemment, il y a une fois le schéma établi, il y a la mise en œuvre du schéma qui suppose une réflexion sur les compétences. Mais je crois que ça n'est pas aussi compliqué qu'on le dit. Ce qui est compliqué, c'est d'abandonner des compétences parce qu'il faut les redonner aux communes. Et donc, partager le patrimoine, partager les emprunts... transférer les fonctionnaires également entre eux, oui. C'est pas indispensable. Oui. Vous avez vu qu'on a des solutions qui permettent de ne pas transférer de fonctionnaires. Les systèmes de mutualisation sont relativement souples. Une commune peut très bien considérer qu'une commune ou plusieurs communes aient des fonctions pour le compte des autres communes en termes de prestations. Donc il n'y a pas systématiquement transfert de fonctionnaires. Mais je crois que la question est réelle et elle fait un petit peu peur aux élus parfois d'arriver à trouver de nouveaux compromis avec une configuration différente, des élus différents sur les attributions qui vont être prises par les nouvelles communautés. Je crois qu'il faut avoir une grille d'analyse. Cette grille d'analyse, c'est celle que j'ai indiquée, être efficace en matière de mutualisation pour pouvoir économiser sur le fonctionnement et continuer à investir, ce qui est la réponse notamment à la question que vous posiez tout à l'heure, comment va-t-on maintenir les petites entreprises de travaux publics qui travaillent pour les collectivités locales? Eh bien, on ne le fera, non pas parce que des budgets vont exploser, personne ne peut croire qu'on va avoir des taux de croissance des budgets locaux de 4 à 5% par an comme par le passé. On le fera parce qu'on sera capable, par les schémas de mutualisation, de maîtriser les dépenses de fonctionnement, et notamment les dépenses de personnel, pour maintenir une capacité d'investissement. Et c'est ça la grande ambition de cette réforme territoriale, à mon sens, et en matière d'intercommunalité en tout cas. On fait une très courte pause et on se retrouve avec vous, monsieur le préfet de région. RCF, tout près de vous.
Nous sommes toujours en direct sur les ondes de RCF en Auvergne avec le préfet de région, Michel Fuseau. Nous avons parlé de réforme territoriale, nous avons parlé aussi d'économie. J'aimerais revenir maintenant sur les grands projets, notamment avec les journalistes Marc-Alexis Roquejoffre et Sébastien Joly, les grands projets de la région Auvergne, et notamment ces contrats de plan État-région. Les négociations ont débuté. Que vaut un plan d'État-région, un contrat de plan État-région, quand on sait qu'un an plus tard, il y a fusion de région? Alors, ce qui a été décidé, c'est que les contrats de plan État-région, comme les programmes européens d'ailleurs, vivront leur vie jusqu'à 2020. C'est-à-dire qu'il y aura 2 programmes européens, un Auvergne, un Rhône-Alpes. Il y aura 2 contrats État-région, un Auvergne, un Rhône-Alpes. Même si il est prévu ce qu'on appelle, un mot que j'aime pas trop parce qu'on torture un peu le français, mais enfin une clause de revoyure dans l'année 2016, et les nouveaux conseils régionaux pourront naturellement demander des ajustements au contrat qui aura été signé, mais ça c'est la logique de la démocratie, je dirais, par les prédécesseurs. Bon. Donc il est clair que on sait, pour des raisons de sauvegarde des programmes européens, les programmes européens pour les années qui viennent jusqu'à 2020, c'est quand même 1,4 milliard pour l'Auvergne. 1,4 milliard, c'est énorme. Nous n'allons pas dire à l'Europe, attendez, on fait une réforme territoriale, on va retravailler ensemble avec Rhône-Alpes, même si on n'a pas les mêmes institutions. Non, il fallait décider que on aurait une période transitoire où on ferait vivre de manière parallèle, même si il y a eu des contacts et des coordinations, de manière parallèle, des programmes européens et des contrats de plan État-région qui sont un peu leur corollaire, puisqu'ils apportent beaucoup de contreparties nationales aux programmes européens, dans la période 2014-2020. Donc, ça veut dire que dans les négociations, notamment, vous avez été en contact avec le préfet de la région Rhône-Alpes pour savoir quelles étaient aussi les ambitions de ce territoire-là? Oui, nous avons naturellement échangé. C'est indispensable, et notamment dans les contrats de plan, quand on parle du rail, si on peut pas occulter la liaison entre Lyon et Clermont, par exemple, ou celle entre Le Puy et Saint-Étienne. Donc, il est évident que nous avons des raisons tout à fait objective, en dehors même de la réforme institutionnelle, de nous parler. Donc, effectivement, il y a eu ce dialogue, mais j'insiste sur le fait que nous aurons un exercice qui reste distinct pour la période qui vient, quelle que soit la réforme institutionnelle, et c'est seulement à partir de 2020 qu'il se posera la question de l'unification des programmes de développement financés dans le cadre des contrats de plan État-région, d'un côté, des programmes européens de l'autre. Une question de Marc-Alexis Roquejoffre. Oui, monsieur le préfet, toujours sur la question des grands projets. Les Auvergnats en rêvent depuis 30 ans, les politiques le promettent depuis à peu près 25 ans. Je parle du TGV en région Auvergne. Et en fait, rêves et promesses s'estompent, eux, à grande vitesse, ça c'est sûr. De ce côté-là, on est tranquille. Croyez-vous sincèrement que nous pourrons un jour monter à bord d'un véritable TGV, une vraie rame de TGV et pas un train bricolé, soit en gare de Clermont-Ferrand, soit en gare de Vichy, comme cela a été envisagé il y a déjà 5 ans de manière très officielle à travers un colloque où votre prédécesseur avait participé, ainsi que le ministre de l'Intérieur à l'époque? Alors, il y a 2 questions dans la question, les rames et le TGV, parce que des rames de TGV roulant à l'allure d'un TER, ça existe. Voilà, bon, donc il y a 2 questions. D'abord, le TGV en Auvergne. Sur le TGV, il y a la décision qui a été prise à la suite de décision qui a été prise par le gouvernement à la suite des propositions de la commission Mobilité 21 qui est de reporter à 2030, mais il y a des projets qui ont été abandonnés, celui-ci était maintenu, la ligne dite POCL, Paris-Orléans, Clermont-Lyon. Comme mon prédécesseur, après la commission Mobilité 21, j'ai été renommé préfet coordonnateur pour déterminer l'itinéraire que prendrait cette ligne à grande vitesse. Il y a une chose qui est sûre, c'est que si on n'arrive pas à avoir un accord sur un itinéraire
et que celui-ci ne soit pas irréaliste, eh bien, ça ne se fera pas. Là, vous dites que ce sont aux élus de se mettre d'accord. Alors, je mène les concertations. J'ai réuni la semaine dernière le comité de consultation associant tous les élus des importants, les maires des grandes villes, les présidents de conseils généraux, les conseils régionaux, les parlementaires des 5 régions concernées. Donc nous avons échangé. Je ferai un comité de pilotage avec les financeurs des études, c'est-à-dire les conseils régionaux, au début du mois de février. Je ferai des propositions au ministre ensuite sur le tracé proposé. Mais la première des choses, si on veut obtenir cette ligne à grande vitesse, c'est de se mettre d'accord sur un tracé. Si on et je constate que depuis 2 ans, on a fait des progrès en matière d'études. Maintenant, on sait à quoi s'en tenir. On sait comment est desservi Châteauroux. On sait comment est desservi Moulins. On sait, selon l'itinéraire, on a des études très, très complètes qui montrent que les 2 tracés qui ont été retenus, le tracé ouest et le tracé médian, sont à peu près équivalents pour la desserte des villes entre Lyon et Paris. Mais que ce tracé met 10 minutes de moins entre Lyon, le tracé médian met 10 minutes de moins entre Lyon et Paris, mais les autres dessertes sont à peu près équivalentes. Alors nous avons en gros l'ensemble des régions qui sont plutôt pour, sauf l'Île-de-France qui ne s'est pas encore prononcée, pour le tracé médian, et la région centre qui penche pour le tracé ouest. On en est là aujourd'hui. Bon, mon but est évidemment de sortir de cette situation, parce que si on ne sort pas de cette situation, on aura des difficultés à faire en sorte que cette ligne à grande vitesse soit réalisée un jour. Il y a tout de même un coût qui était dans les études en base 2012 à 12 milliards 9, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on doit être autour de 14 milliards. Donc on est quand même sur un projet qui est extrêmement coûteux. Donc si on veut une chance qu'il se réalise, il faut qu'il y ait besoin de ce projet, et c'est la grande chance de ce projet par rapport à d'autres, c'est que il est destiné à desservir l'axe Paris-Lyon en voie de saturation. Alors, est-ce que la saturation va être réelle? Vous savez, sur la saturation des lignes à grande vitesse, le fait que nous ayons une crise économique a conduit à une certaine baisse de la fréquentation des TGV. Et cette baisse de la fréquentation peut remettre en cause cette affaire de cette saturation de la ligne Paris-Lyon. Un observatoire de la saturation a été mis en place et il a tenu sa première réunion. Il va regarder ce qu'il en est. Il faut voir que il y a tout de même une très forte demande sur cet axe qui conduit à considérer que les choses ne seront pas perdues, loin de là. Très forte demande sur cet axe parce que vous avez peut-être vu dans la presse que les lignes vers Londres par le tunnel sous la Manche vont se développer au sud de Lyon, que le contournement de Nîmes-Montpellier a eu un rôle très très important pour débloquer le trafic du sud, notamment en provenance de l'Espagne, et puis la ligne Lyon-Turin est éventuellement aussi une donnée supplémentaire. Donc il y a une convergence de trafic sur cet axe qui conduira fatalement à un moment, probablement, sauf s'il y avait des changements fondamentaux, à une saturation. Et c'est parce qu'il y aurait saturation de la ligne Paris-Lyon actuelle qu'on aurait les plus grandes chances de réaliser la ligne dite POCL avec, en complément, la desserte de toutes les villes comme celle de l'Allier, comme Clermont, ou celle de la région centre, qui serait desservie de manière bien meilleure qu'aujourd'hui, et de manière très notablement bien meilleure. Michel Fuseau, si j'ai bien compris, vous nous dites que les 2 tracés aujourd'hui qui restent en course sont quasi équivalents, et donc que c'est uniquement une question de mise au point entre des élus pour des questions d'image, parce que chacun le veut dans sa région, qui fera la différence? Je suis chargé de trouver, je dirais, un consensus entre les uns et les autres, donc je ne vais pas employer des formules comme celles que vous employez.
Une question de Sébastien Joly. Alors, autre grand projet, la RCEA, donc, qui nous concerne dans le département de l'Allier. 3 morts encore il y a 15 jours. D'une expérimentation sur cet axe à 80 km/h, vous confirmez ou pas ? Non, je ne confirme rien en la matière. Les décisions sont à l'étude à l'échelon national. Vous savez qu'il y a eu des propositions des associations de mettre toutes les routes à 90 km/h, de les mettre toutes à 80. Le gouvernement a décidé de plutôt faire des expériences sur un certain nombre d'axes routiers. Rien n'est arrêté à ce stade et rien ne conduit à dire que la RCEA, à ce stade, est concernée. En revanche, sur la RCEA, ce qui avance, c'est l'étude permettant d'aller vers une déclaration d'utilité publique d'une concession autoroutière. Je tiendrai en janvier le comité de pilotage à Moulins. Nous avançons bien sur ce dossier et je crois que c'est la solution. C'est la bonne solution qui permet de résoudre les problèmes de sécurité naturellement et qui permet de résoudre également les problèmes de bonne desserte du centre de la France et qui permet de résoudre une autre question dont on a parlé au moment du débat sur les péages poids lourds ou sur l'écotaxe. Moi, quand je prends, et ça m'arrive souvent, la route Centre-Europe Atlantique dans la traversée de la Creuse, qui est, je dirais, un billard à 4 voies, gratuit. On voit 80% de camions qui font la desserte entre l'Europe centrale et la péninsule hispanique. On voit des camions baltes, des camions polonais, des camions portugais, pas beaucoup de Français. Autrement dit, le contribuable français paye pour le trafic international. Et il est le seul, puisque en Allemagne, il y a une écotaxe, en Belgique également, en Suisse également, et le contribuable français, qui, comme on le sait, est très riche, paye pour faire passer les camions étrangers. Donc je trouve que la solution d'avoir une autoroute à péage dans l'Allier sous forme de concession est la bonne solution. C'est la bonne solution pour mettre un terme, d'abord pour financer ces travaux. On disait que les travaux publics ont besoin les entreprises de travaux publics ont besoin de travaux, pour financer ces travaux et faire en sorte qu'ils soient véritablement réalisés. Et alors justement, autre axe dans le département de l'Allier, la route nationale 7, donc tout va bien jusqu'à Nevers, il n'y a pas de souci. Après, il y a des retards autour de Villeneuve notamment, le contournement de Villeneuve, tout va bien dans le sud. Pourquoi ça bloque autant dans le département de l'Allier? Pourquoi il y a autant de retards de déviation? Alors, de retard, le département de l'Allier est celui sur lequel, dans le contrat de plan précédent, il y a eu le plus de travaux. Donc, les retards sont toujours par rapport aux attentes. Mais sur la déviation de Varennes, par exemple, il y a eu un retard qui est lié au fait qu'en faisant les travaux, on a trouvé une décharge et que la seule résorption de la décharge, c'était 7 millions d'euros qu'il a fallu trouver. Bon. Enfin, qu'il a fallu trouver, d'ailleurs, qu'il faut trouver encore. Donc, nous allons reprendre au CPER, dans mon mandat de négociation pour le CPER qui vient, la déviation de Villeneuve et la déviation de Varennes et les études sur la déviation de Bessay. Donc nous allons avancer, mais par rapport à la Nièvre, nous avons quand même un handicap, c'est que on demande dans l'Allier que l'État finance 100%, et en région Bourgogne, les collectivités financent 30%. Si les collectivités finançaient 30%, on pourrait faire 40% de plus. C'est simple. On va passer à un autre sujet, on en arrive quasiment au bout de cette émission. Il est important, il me semble aussi, d'évoquer cette actualité autour de l'agriculture avec notamment des syndicats qui appellent à la mobilisation concernant les zones nitrates. On a vu notamment le Conseil régional d'Auvergne se prononcer contre le zonage qui est proposé par la DREAL. Faut-il le changer? Alors ce zonage qui n'est pas proposé par la DREAL Auvergne, qui est issu de discussions... non, il est lié à un réseau d'observation mis en place par le ministère de l'écologie, qui est un réseau européen, c'est-à-dire qui est sous la surveillance aussi de Bruxelles.
Donc il y a eu des discussions dans le courant de l'été entre le ministère de l'écologie et la Commission européenne, après la condamnation dont la France a fait l'objet pour insuffisante application de la directive nitrate, qui est une très vieille directive et sur laquelle la France a déjà fait l'objet de plusieurs condamnations, liées notamment à ce qui a pu se passer en Bretagne. C'est une directive qui a beaucoup vieilli d'ailleurs et dont les termes techniques mériteraient d'être revus, et plusieurs pays européens le demandent, et elle peut conduire à des situations un peu étranges comme celle des zonages qui sont ressentis par les agriculteurs comme injustes et qui posent véritablement des problèmes en zone de montagne pour nos agriculteurs. Alors, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a eu une phase de concertation. Cette phase de concertation au sein des bassins, des deux bassins concernés, le bassin Loire-Bretagne qui concerne les départements du nord de l'Auvergne, et puis le bassin Adour-Garonne qui concerne le Cantal. Cette phase de concertation n'est pas terminée pour le sud, puisque c'est mi-janvier que se réunira le comité de bassin Adour-Garonne. Le comité de bassin Loire-Bretagne, lui, s'est réuni et donc la phase de concertation sur la partie Puy de Dôme allié, Haute-Loire est à ce stade terminée. Donc les ministres maintenant discutent avec la commission. Ce que je voudrais dire, c'est que le ministre de l'Agriculture est venu récemment, il a eu un contact avec la profession agricole, et il a souhaité rassurer les éleveurs en leur disant que tout serait fait pour leur éviter des investissements inutiles, parce que c'est ce que craignent les éleveurs. Les céréaliers ont des contraintes culturelles, c'est-à-dire qu'ils doivent pratiquer leur culture autrement, mais chez les éleveurs, c'est des investissements très lourds et très difficiles à faire, et le ministre de l'Agriculture en est parfaitement conscient, donc il a donné des éléments à la profession agricole pour indiquer que tout serait fait pour qu'on fasse au mieux pour éviter tout investissement qui serait inutile aux exploitations, tout en évidemment... Ça veut dire qu'en gros, il y a des zonages, mais qui ne seront pas respectés ou pas contrôlés ? Non, pas du tout. Ça veut dire que les zonages seront revus, d'une part, et d'autre part, que les plans d'action qui sont liés à ces zonages devront tenir compte des contraintes de l'agriculture de montagne. Sébastien Joly, pour la dernière question de cette émission. Voilà, tout de même, 70%, c'est ce qu'on estime, du territoire de l'Allier serait concerné par ces zones vulnérables. Est-ce qu'on va pouvoir y arriver avec notamment ces zones très agricoles que sont donc le département de l'Allier, par exemple ? Vous savez, il y a la moitié de la France qui est en zone vulnérable nitrate. Il y a toute l'Allemagne, toute l'Autriche. Donc, après, c'est une question ce sont les plans d'action qu'on met derrière qui comptent. Donc, je pense qu'il ne faut pas raisonner de cette façon-là. Il faut raisonner sur que fait-on, quel plan d'action mettons en place de manière réaliste pour arriver à maîtriser la production de nitrate par l'agriculture, sachant que l'agriculture n'est pas la seule à produire des nitrates et qu'il faut faire aussi un effort sur les stations d'épuration. Après négociation, Marc-Alexis Rochefort, pour une toute dernière question, la réponse devrait être très rapide. 20 secondes pour vous. L'inscription de la chaîne des Puys au patrimoine mondial de l'UNESCO, ça c'est un projet fédérateur pour une grande partie des Auvergnats. On a du mal à voir si l'État soutient vraiment cette inscription. Si l'État ne soutenait pas, le projet serait terminé. Puisque c'est l'action de notre ambassadeur auprès de l'UNESCO qui a eu un rôle déterminant pour faire en sorte qu'on ait pu obtenir un renvoi du dossier qui va permettre de le réexaminer. Je rappellerai que, par exemple, la zone des Cévennes qui a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO a été renvoyée 2 fois avant d'être classé au patrimoine mondial. Donc il y a de l'espoir, monsieur le préfet. Donc l'action diplomatique de la France est en route, en pleine cohésion avec les acteurs locaux pour faire en sorte qu'on arrive à un résultat positif. On sait que c'est l'Allemagne notamment qui est très opposée et que la prochaine réunion est en Allemagne. C'est pas une grosse difficulté quand même ? Je pense que le lieu n'est pas forcément déterminant. On le verra. Merci à vous, Michel Fuseau, vous êtes le préfet de région en Auvergne, et merci à Marc-Alexis Rochefort, directeur et journaliste à RCF Puy-de-Dôme. Merci à vous, Sébastien Joly, journaliste à RCF Allier.